Je vais commencer la dernière séance de l'année. J'espère que vous êtes en forme, parce que j'ai essayé de faire court, je n'ai pas réussi. Alors déjà que d'habitude, c'est pas forcément court, mais cette fois-ci, j'aurais peut-être pu faire plus court, mais il m'a semblé important pour cette dernière séance d'aller un peu profondément dans cette question importante pour nous ce soir, le choix d'un 21e siècle spirituel ou innovant. La fois précédente, pour résumer, nous nous sommes demandé dans quelle mesure l'essence de l'homme est d'innover. Et nous avons vu avec une acception large de l'innovation, avec l'articulation de faire, au sens très large, que la réponse est oui, pour vivre, pour survivre, mieux être, ainsi qu'il en va de la constitution de l'homme, comme on l'a souligné, avec Hegel, avec Marx, Arendt, Bergson notamment. Et cet homo faber est mué par le désir de faire, sans vraiment savoir pourquoi, ça faisait partie des conclusions, mais il fait, dans cette optique du meilleur, peut-être pas seulement, puisque c'est un meilleur de perception simplement, court-termiste. Et on s'est posé la question, et si l'homme ne faisait pas ? Et si l'homme faisait pour faire ? Et l'homme n'est-il pas, on avait convoqué Anders et Godot dans une obsolescence où il est perdu dans ce qu'il fait, au point où ce sont plutôt les innovations qui font faire à l'homme ce qu'il fait. L'essence de l'innovation, ce serait l'homme. Ce questionnement est un questionnement de pli, on l'a vu la dernière fois, un retour sur la complexité plutôt que la linéarité de l'innovation comme elle semble se faire. Cette linéarité, qui d'ailleurs n'a jamais existé, cela s'est toujours fait sous une forme de rapport de domination entre l'homme et l'innovation. Si le premier semble avoir été le dominant, c'est-à-dire l'homme sur l'innovation, est-ce qu'il l'est encore ? C'est la question qu'on s'est posée. Et c'est ce constat qui nous a forgé le deuxième pli la dernière fois. Et nous avons alors envisagé de repenser l'agir premier. À la suite de l'agir linéaire, indiquant que l'essence de l'homme est d'innover, à la suite d'un décollage par un pli, où l'on peut noter que l'essence de l'innovation, c'est l'homme. Il nous faut revenir, intégrant que l'homme, et son essence, est d'innover, mais pas à n'importe quel prix. On doit, d'une certaine manière, faire en sorte que l'agir de l'homme soit transformé grâce à un décollage, grâce à une remise en cause, et on a vu que cet agir est un agir de l'homme pour l'homme, qui était quelque peu anthropocentré. Enfin, comment faire naître ce nouvel agir ? Si l'on sait le processus par le décollage, les méthodes sont à interroger. Éducation, apprentissage. Et nous avons émis l'hypothèse, comme nous l'avons fait déjà en première année, que cela peut en passer par la spiritualité. Et c'est bien le point de ce soir. Je prendrai d'ailleurs ce soir parfois des exemples très concrets, parfois je serai un peu, très détaillé dans les exemples que je vais montrer, et puis au fur et à mesure je vais essayer de répondre à la question entre spirituel ou innovant. À première vue, notre question de ce soir, le 21e siècle sera innovant ou spirituel, peut d'emblée s'envisager en remettant en cause. Pourquoi pas et innovant et spirituel. Finalement, pourquoi choisir, puisque ce que nous avons globalement toujours été, à la fois innovant et spirituel. Les deux cohabitent très bien. Parfois même, les deux se répondent, se complètent. Avec, on peut trouver de l'innovation dans le spirituel, au sens très général, du spirituel dans l'innovation également. On s'entend bien sûr, quand je parle de spirituel, ce que l'on a déjà précisé l'an dernier, est que on va globalement creuser un peu plus en détail, un tout petit peu ce soir, et je vous expliquerai pourquoi ce sera ensuite beaucoup plus important. Si ces deux-là sont proches, spirituel d'un côté et innovant de l'autre, c'est parce qu'ils correspondent à une même quête, que nous pourrions qualifier d'aider à mieux vivre. Ainsi, on l'a déjà dit plusieurs fois, on l'a qualifié l'un et l'autre, l'innovation peut avoir cette image, cette perception d'aider à mieux vivre. Mais ce n'est pas moins vrai pour le spirituel. Les deux regroupent une variété de pratiques d'action presque sans limite pour atteindre cette quête. L'innovation à tout prix, quelle qu'elle soit, jusqu'à des implants cérébraux par exemple, la spiritualité non moins vraie quand on vous propose le salut.
On pourrait évidemment, si on regarde de manière beaucoup plus pratique et concrète, apporter un mieux-être en pratique dès lors qu'on apporte une innovation médicale, traiter une maladie par exemple. Mais ce que peut tout être fait également pour certains, une innovation telle qu'une voiture par exemple, ça peut être le cas, tout ce qui peut être une montre pour d'autres, une prestation de service pour quelqu'un. Certains vont avoir effectivement ce sentiment de bien-être parce que je vais posséder une marque de luxe ou un produit de luxe. Évidemment, on pourra le contredire, le contrarier, ça n'est pas moins vrai pour autant dans la perception que l'on peut en avoir. Cette dimension-là, si parfois ça peut être un leurre ou un placebo, en disant, et je détaillerai un peu plus tard qu'une marque de luxe ou un produit de luxe par exemple, mais pas simplement, pas uniquement, peut nous apporter une sorte de placebo de bien-être, eh bien c'est pas moins vrai lorsqu'il s'agit évidemment de spiritualité. La finalité va être le mieux ou le bien-être, qu'importe les moyens. Le mieux ou le bien-être, qu'importe les moyens. Ici, je cite Yuval Noah Harari dans Homo Deus. Les drogues ne sont qu'un début. Dans les laboratoires de recherche, les experts travaillent déjà sur des manières plus sophistiquées de manipuler la biochimie humaine en envoyant des stimuli directs à des points précis du cerveau ou, par le génie génétique, en manipulant la trame même du corps. Qu'importe la méthode, parvenir au bonheur par une manipulation génétique ne sera pas facile, car cela exige de changer les structures fondamentales du vivant. Je continue la citation. Mais il est vrai qu'il n'a pas été facile de triompher également de la famine, des épidémies, de la guerre. Homo sapiens ne s'est pas adapté au gré de l'évolution pour éprouver un plaisir constant. Si c'est néanmoins ce que cherche l'humanité, les glaces, les jeux pour smartphone ne feront pas l'affaire. Il faudra changer notre biochimie et réorganiser nos corps et nos esprits. C'est donc à cela que nous travaillons. Qu'importe si cela est bien ou mal, mais il semble que le deuxième grand projet du XXIe siècle, assurer le bonheur de tous, implique de manipuler l'Homo sapiens pour qu'il puisse jouir d'un plaisir éternel. Cette longue citation dans Homo Deus, Harari va expliquer finalement ce que je suis en train de commencer à faire en disant innovation et spiritualité peuvent complètement se rejoindre. On a de l'innovation dans la technique de la biochimie que l'on peut utiliser, dans la manipulation génétique que l'on peut faire, dans un objectif de bien-être. Dans la même veine, peut-être que certains le connaissent, Timothy Leary, célèbre psychologue, fameux hippie, militant de l'usage libérateur du LSD, promoteur désormais du transhumanisme. Sa préoccupation, à Timothy Leary, a toujours été la libération de soi, la plus totale, trouver la plénitude grâce à son esprit, et dès lors faire en sorte de n'être pas dépendant d'attaches extérieures, par exemple le corps. L'attache au corps, l'attachement du corps est finalement plutôt une gêne. Si on arrive à s'en libérer, on sera d'autant mieux. C'est pourquoi toute tentative de l'améliorer est forcément positive pour Timothy Leary. Toute alternative différente pour l'amélioration des humains est à considérer. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher, quand je vous raconte ça, de faire un lien avec un élément relativement précis dans la philosophie antique, dans les exercices spirituels, avec un article fameux qui est « Marc Aurèle était-il opiomane ?» En effet, Marc Aurèle est réputé pour prendre soin de lui, de son corps. Quand vous lisez les pensées de Marc Aurèle, globalement dès le début, il va remercier son corps de sa forte résistance. L'ascèse alimentaire est importante pour lui. Si ce n'est que quand on creuse un peu, on sait que Marc Aurèle, dans un objectif de santé, est consommateur de thériaque. La thériaque, c'est Galien, un des premiers médecins grecs, le fameux médecin grec Galien, qui va préciser qu'il préparait la thériaque. Alors, j'ai regardé en détail, c'est une composition à peu près de 52 compositions, 52 ingrédients. Vous avez tout dedans, vous avez un peu de terre, vous avez un peu de venin de serpent, vous avez un peu de sang, vous avez un peu d'alcool, vous avez tout un tas de choses, mais il y a surtout de l'opium. Et quand on sait ça, effectivement, Marc Aurèle le dit d'ailleurs tel quel, il y a plusieurs personnes qui préparent la thériaque, mais je préfère quand même celle de Galien. C'était qu'on savait que Galien en mettait plus que les autres. Cette question-là est très importante.
Marc Aurèle s'en servait d'une nourriture et grâce à cela, on disait donc que la constitution de l'empereur était devenue saine. Pierre Hadot montre que Marc Aurèle cherche à imiter ici son père adoptif Antonin, dont il dit, Marc Aurèle, qu'il prenait soin de son corps d'une manière mesurée, de telle manière que, grâce à l'attention qu'il portait à lui-même, il n'eut que très rarement besoin de recourir à l'art médical ou à des drogues ou aux gants à usage externe et interne. Je ferme la citation. Sauf que, c'est son père adoptif, Antonin n'est pas Marc Aurèle. Marc Aurèle a une constitution différente, avec des enjeux politiques différents de son temps également. Beaucoup plus de voyages, beaucoup plus de batailles, beaucoup plus de combats, il est sur une défense des territoires, et en effet, il recourt à la thériaque. Cette préparation, donc à base d'opium, comme je vous l'ai dit, préparée par Galien, et il se sent, en consommant, plus en sécurité, plus fort. Il permet également c'est Galien qui le dit, de mieux équilibrer son tempérament. Vous imaginez ce célèbre Marc Aurèle que tout le monde cite, ce héros des exercices spirituels, ce que tous les stoïciens présentent comme à chaque fois celui qu'il faudrait toujours en permanence suivre, est en fait consommateur d'opium. Cette dimension-là, imaginez que le titre de l'ouvrage serait pas penser pour moi-même, mais penser sous opium. Le succès aurait peut-être été moins grand, ou plus de succès pour l'opium. Il n'empêche que la question est évidemment importante, et je me souviens à titre personnel, si je peux me permettre cette petite rapide parenthèse, que j'avais souligné cet élément-là lors de ma soutenance de thèse, et j'avais expliqué que c'est probablement quelque chose d'intéressant à avoir en tête et à expérimenter pour comprendre ce dont on a besoin de rechercher comme état, sans ensuite utiliser la drogue. Mais au moins que ça nous permette d'atteindre ou de voir ou d'expérimenter cela. Évidemment, tout risque d'addiction étant mis de côté ici. Que Marc Aurèle ait pris ou pas de la drogue, que ce soit avéré ou non, est-ce que Galien, qui avait visiblement, quand on lit le fameux livre Galien de Pergame, un médecin grec à Rome, quand on lit son livre, on voit bien que c'est un personnage haut en couleur, Galien. Qu'il l'ait fait ou pas, la question n'empêche pas évidemment la question des exercices spirituels. Ça ne les ôte pas. Les propositions sont évidemment tout à fait universelles. Mais on peut se demander si l'un et l'autre ne seraient pas concurrents. Autrement dit, on a de l'innovation d'un côté, un produit, c'est un médicament, c'est un onguent, appelons-le comme on veut, ou c'est une paramédecine, peu importe. Et d'un autre côté, les exercices spirituels, en tant que tels, qui eux, a priori, ne réclament pas ça. Et donc on a une forme de concurrence ici. Est-ce que oui, je vais plutôt consommer ça, et c'est l'innovation médicamenteuse, ou est-ce qu'au contraire, je vais pratiquer les exercices spirituels, sachant que la finalité est la même? Et évidemment, d'un point de vue très contemporain, on peut évidemment s'interroger aussi de cette manière-là. Cette question est importante et l'innovation est évidemment présentée comme une force motrice qui va aspirer à maximiser le bien-être, l'utilité pour l'ensemble de la société, et l'innovation, quelle qu'elle soit, est toujours à travers une simplicité qui est apportée ou un confort qui est apporté. C'est ce que soutient Harari, ce que nous avons mentionné, en affirmant que l'innovation est animée par la quête du bien-être et de la satisfaction des besoins humains. Plus spécifiquement, il établit un lien, Harari toujours, il établit un lien entre l'innovation biochimique et la conquête du bonheur humain. L'innovation, notamment dans le domaine de la biochimie, est envisagée comme un moyen pertinent pour atteindre le bonheur universel, qu'il dit, en reprenant les dires de Stuart Mill, je cite ici Stuart Mill, « Rien d'autre que le plaisir et l'absence de douleur. » Rien d'autre que le plaisir et l'absence de douleur. Nous sommes évidemment très proches de l'ataraxie des épicuriens. Les drogues ne constitueraient qu'une étape préliminaire dans cette démarche, car les experts s'attellent déjà, au sein des laboratoires de recherche, à des approches des plus sophistiquées visant justement la manipulation des biochimies humaines. Ces méthodes englobent l'administration des stimuli ciblés directement aux régions précises du cerveau, ainsi que la manipulation génétique permettant d'altérer la structure intrinsèque de notre corps. À partir de là,
nous pouvons évidemment imaginer l'avenir si ces innovations étaient facilement démultipliables. Compte tenu de l'innovation, sa capacité de forger, de façonner la morale de la société, tant de manière directe ou indirecte. Qu'est-ce qui fait qu'on le passe dans la société qui, de fil en aiguille, va être adopté par le plus grand nombre? Ça répond évidemment, ça pose des questions évidemment moraux, des questions éthiques fondamentales qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de répondre. Néanmoins, ça peut répondre à la question de Jérémy Bentham quand il dit qu'évidemment l'objectif c'est de répondre au plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Cette proposition utilitariste, Stuart Mill est le successeur de Bentham, c'est que cette maximisation du bonheur pour le plus grand nombre est la conséquence de nos actions. Quelles actions peut-on mettre en œuvre qui permettent l'accès au bonheur pour le plus grand nombre? Si c'est la manipulation de la biochimie, eh bien peut-être qu'ici, nous avons une solution. Par conséquent, l'innovation, en l'occurrence ici les stimuli cérébraux, en tant que moyen d'atteindre le bonheur universel, peut être considérée comme une expression contemporaine de l'utilitarisme. L'innovateur se trouve confronté à la perception d'être le pourvoyeur de l'utilitarisme. Qu'est-ce qui va faire en sorte... Ce ne serait plus le gouvernant ou le gouvernement comme vu chez Jérémy Bentham, mais c'est plutôt l'innovateur qui, lui, effectivement, va venir à s'arrimer, s'ancrer, en disant « moi, je peux apporter le bonheur au plus grand nombre à travers la manipulation des stimuli cérébraux, par exemple. » Mais si nous sortons des propositions biochimiques permettant le bonheur et revenant à d'autres formes d'innovation, elles n'en ont pas moins la même volonté. Et l'innovation utilise abondamment la notion de bien-être plus que celle de l'utilité. Toutes les publicités que l'on peut voir, qui montrent, qui vantent une innovation technique, technologique, matérielle, mais aussi les services, se servent de cette notion. Je l'ai cité il y a quelques instants, c'est le cas du marché du luxe, le mieux-être, le mieux-vivre, la confiance en soi, la maîtrise des autres, tout est dans les publicités. Ça peut être un parfum, une voiture haut de gamme, un sac à main, peu importe. Ce qui va être donné ne va pas être « vous pouvez aller faire vos commissions avec votre sac à main ». J'utilise à dessein une expression des années 70, on ne fait plus ces commissions, mais avec un sac Vuitton. Nous n'allons pas évidemment dire que vous pouvez voir l'heure avec une montre de marque. C'est même la même chose pour une voiture en tant que telle. À chaque fois, ça va être autre chose, qui va être le mieux-être, le bien-être qui va être proposé. Est-ce que cette dimension est importante lorsque l'on peut s'en tenir finalement uniquement dans la question de la possession matérielle de l'innovation et qui va in fine aller chercher non pas la possession matérielle mais plus que ça? Pourquoi nous aurions besoin d'un 21e siècle qui soit essentiellement innovant? Si j'en reviens à la question du « où », ce que j'ai essayé de faire ici, dans un premier temps, c'est cette question du « et ». Innovant et ou spirituel, et la concurrence entre les deux. Ce choix que nous proposons entre spirituel et innovant, comment ne peut-on pas décider que ce soit l'innovation qui est la priorité? À la fois par essence, à la fois par nécessité. Par essence, il suffit de revenir à nos propos concernant l'homo faber, que nous avons préalablement couvert la fois précédente. Mais c'est aussi une nécessité que le XXIe siècle soit innovant. Les crises que nous traversons, comme l'humanité en a toujours traversé, mais c'est toujours comme réponse l'innovation qui vient répondre avec des solutions, sont évidemment importantes et non moins importantes pour le XXIe siècle. Ce que je vais faire avec vous là, c'est que je vais présenter 5 difficultés majeures qui se trouvent face à nous. Je vais le faire relativement rapidement, mais je vais néanmoins donner quelques détails, et qui demandent fondamentalement de l'innovation. L'environnement, l'éducation, la santé, l'agriculture et, si je le prends d'une manière très large, la corruption. Pour illustrer donc ces problèmes et les propositions innovantes, je vais m'appuyer sur une innovation, sur un exemple d'innovation avec l'intelligence artificielle. Je n'ai aucune spécialité dessus, aucune expertise, je l'utilise simplement parce qu'elle est l'outil qui nous permet d'illustrer cette dimension-là, et plus particulièrement encore, je vais regarder la façon avec laquelle elle est utilisée pour ces domaines de compétences,
plus particulièrement en Asie, en Chine plus particulièrement, parce que c'est là où c'est particulièrement utilisé pour régler ces problèmes. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les problèmes qui sont en train d'être résolus, je mets beaucoup de conditionnels ici, en train d'être résolus, notamment en Chine sur ces questions-là, sont strictement les mêmes que ceux que nous avons ici. Je m'explique. Première chose, l'environnement. Alors c'est facile à comprendre, hein, c'est la pollution, la montée des eaux, les émissions de CO2 par exemple. L'Asie est intéressante pour ça, elle est composée d'archipels, beaucoup. Je pense à l'Indonésie, je pense au Japon par exemple, et sont en première ligne de la montée des eaux. Il y a déjà, hein, si vous avez déjà vu ça, mais l'exemple de Jakarta par exemple, qui est en train d'être submergé, c'est pour ça qu'il déplace la capitale, pardon. La capitale va être à un autre endroit de l'Indonésie parce que la ville s'affaisse, la montée des eaux arrive, et dans la prochaine décennie, la décision a déjà été prise, la capitale ne sera plus Jakarta, elle est déplacée à une centaine de kilomètres. Ça n'est pas moins vrai en termes de problématiques de pollution, si l'on pense à Bangkok, si l'on pense à Pékin, si l'on pense à Shanghai par exemple. Pollution, industrialisation, augmentation des véhicules urbains, dérèglement climatique, températures parfois très chaudes, parfois très froides, qui ne permettent pas, ou difficilement parfois, le renouvellement de l'atmosphère. À Pékin, c'est la première fois qu'a été utilisé le logiciel qui s'appelle Expand Green Horizon, qui est doté d'intelligence artificielle et qui permet de... Je l'utilise de manière vulgaire, intelligence artificielle. Hein, je ne fais pas un jugement sur est-ce que c'est intelligent ou artificiel. Hein, ce n'est pas mon propos. Je l'utilise de manière très simple. Hein. L'intelligence artificielle qui va combiner un ensemble de données que sont, à Pékin, les productions industrielles plus ou moins proches de la ville, qui émettent du CO2, l'ensemble des prévisions météorologiques à moyen, court terme, et la population en tant que telle démographique et sa circulation. L'ensemble des données sont combinées et permettent, avec les différents facteurs, de prendre la décision d'usage de l'industrie pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines, également réguler la circulation. C'est-à-dire que le système est fait en sorte que, à la fois, la ville utilise l'ensemble des datas et l'ensemble de la région est régulé en fonction. Les problèmes qui ont été notés avec notamment ce logiciel fait que là où ce serait le mieux exprimé, parmi les mieux exprimés, ce serait Grenoble, Marseille, Lyon et Mulhouse. Les villes les plus exposées à la pollution en Europe, parmi les plus exposées en Europe, et qui permettent justement de travailler sur ces exactement mêmes choses, à savoir la façon avec laquelle les problématiques climatiques qu'il peut y avoir à Grenoble dans une région plutôt encaissée, une région qui n'est pas dénuée d'industrie et qui n'est pas dénuée non plus de trafic urbain, de trafic de camions notamment non loin de là. Eh bien, ce logiciel-là, qui peut permettre et qui permet déjà aujourd'hui à Pékin, est tout à fait pertinent dans nos villes françaises. Une innovation. Je vais continuer comme ça avec les autres et vous verrez après la structure que je vais vous proposer avec l'ensemble. L'éducation. Sur le continent asiatique, une personne sur deux aujourd'hui est analphabète. Elle est analphabète par manque de moyens. En Chine, il y a plusieurs années de ça, j'avais eu la chance de rencontrer le ministre de l'Éducation en Chine. Je n'étais pas tout seul, mais on était plusieurs. Et il dit, le problème n'est pas les 300 millions d'élèves que j'ai en face de moi. Le problème, c'est que je n'ai pas de professeur à mettre en face. Et donc la problématique majeure, elle est comment j'enseigne des choses toutes bêtes. Encore une fois, 1 sur 2 en Asie est analphabète. Enseigner, ça veut dire apprendre à lire, à écrire, à compter, les niveaux basiques. À ce titre-là, une société qui s'appelle AI Squirrel a été développée pour que chaque jeune Chinois, quel qu'il soit, plutôt pas dans les villes, c'est pas là où les problèmes sont majeurs, chaque jeune Chinois puisse avoir accès à l'éducation élémentaire. Concrètement, ça se passe avec un écran, un casque, un logiciel qui permet de suivre la leçon. C'est quand on regarde, quand on se détache de la partie qui peut un peu nous gêner sur la façon d'apprendre, c'est le rêve de chaque enseignant. C'est une personnalisation exceptionnelle. À chaque petite faute, la machine sait très exactement pourquoi la petite erreur a été faite et donc une nouvelle pédagogie est mise en place avec une personnalisation exceptionnelle. C'est non seulement capable de repérer les fautes, d'adapter un programme d'apprentissage. Ce que je viens de vous dire là, à la rentrée 2023 en France, 3000 postes n'étaient pas pourvus. Près de la moitié des collèges et lycées en France manquent de professeurs.
On est confronté à un triple enjeu. Manque de professeurs, un enseignement qui semble d'une plus grande acuité si on utilise l'intelligence artificielle, mais il y a aussi un rejet de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, dans quelle mesure ces 3000-là auraient pu être dits, vous imaginez, aux parents d'élèves, voici le professeur pour l'année ou pour le trimestre par exemple. Exemple, 2021, une étude avait montré que les Français étaient la population dans le monde qui rejetait le plus l'intelligence artificielle. Même chose pour l'automatisation. La voyant comme une menace, contrairement à son numéro 1 dans le monde, Singapour, avec 92% qui ne voyaient que des opportunités. C'est le deuxième élément. Et vous voyez bien la question fondamentale de pourquoi est-ce qu'on doit innover, pourquoi est-ce qu'on doit innover sur l'exemple de la pollution, l'exemple de l'éducation, et pourquoi ce n'est pas moins vrai pour le reste du monde. Troisième axe, la santé. Enjeu majeur, quel que soit le lieu dans le monde. C'est la recherche, bien sûr, c'est aussi le coût, comme le manque de médecins. La société très connue, Tencent, en Chine, a développé un camion transportant l'ensemble du matériel médical de diagnostic, dépistage, dont le but est d'aller plutôt dans les coins reculés, dans les campagnes, pour, avec ce camion-là, faire passer un radio, un scanner, avec une goutte de sang, une goutte d'urine, par exemple. Le camion, c'est simplement un chauffeur, un manipulateur. Les médecins restent dans les villes et, de manière très classique, ils envoient les données permettant de faire prendre une décision. En France, l'accès à un dermatologue est de plus en plus compliqué. Ces 15 dernières années, c'est moins 20% chaque année de dermatologues en moins. On peut tout à fait couvrir des déserts médicaux que sont, tenez-vous bien, c'est à quelques encablures d'ici, la Seine-Saint-Denis par exemple, la Corrèze ou le Limousin. Cette dimension-là, encore une fois, nous propose pourquoi est-ce qu'on se dirait qu'il ne faut pas avoir de l'innovation. Quatrième, je vais aller plus vite sur les deux derniers, celui de l'alimentation, qui combine plusieurs difficultés. Un, la question démographique, extrêmement importante. Deuxièmement, la problématique de l'alimentation est intimement liée à la question de l'agriculture, le repos des sols, les risques climatiques, les problématiques phytosanitaires. Une entreprise en Asie, notamment basée à Singapour, Sanabio, je vous donnerai les noms en détail si vous voulez regarder notamment les vidéos, celle-ci je l'ai visitée. Sanabio est une entreprise qui est un ensemble de containers gigantesques, énormes, sur plusieurs centaines de kilomètres quand on additionne les différents niveaux, où vous avez plantation de blé, de légumes, de salades. L'ensemble est dans un environnement totalement stérile, ce qui fait qu'il n'y a aucun produit phytosanitaire utilisé. On a le meilleur du légume ou du fruit ici, avec une demande en énergie extrêmement faible. Aucun pesticide, aucun risque climatique, extrêmement riche en nutriments. Mais évidemment, c'est dans des containers et c'est dans un hangar qui n'a rien à voir avec notre perspective en tant que telle de ce que peut être l'agriculture. Dernier axe rapide, qui est la corruption. En France, selon l'agence l'anticorruption, la corruption coûte à la France 120 milliards d'euros par an. 120 milliards d'euros par an. Cette somme est démultipliée, par exemple, si on regarde ce qui se passe en Afrique ou en Asie. Il y a un logiciel qui s'appelle Ascension's Burberry qui utilise la puissance de l'intelligence artificielle pour analyser de vastes quantités de données, emails, documents, communications, afin de détecter les schémas des anomalies qui pourraient indiquer les comportements de corruption. L'intelligence artificielle peut détecter les anomalies, telles que des factures surévaluées, par exemple, des contrats non conformes, des fournisseurs fictifs, et l'IA peut évidemment identifier les signaux d'alerte. Pour l'ensemble de ces exemples que je viens de vous donner, on a les mêmes enjeux où que ce soit dans le monde. J'ai parlé de l'Europe et des exemples plus précis en France par rapport à des exemples en Asie, mais si vous prenez les États-Unis, le coût de la santé est considérable. La corruption n'existe pas moins. La question de la pollution non plus. Comment pourrions-nous remettre en cause le fait que le 21e siècle ne soit pas innovant? On a besoin d'apprendre à lire et à écrire, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde, se soigner le plus possible pour le moins cher possible, réussir à avoir une atmosphère plutôt saine, à avoir moins de corruption. L'ensemble de ces éléments-là font que le 21e siècle ne peut pas ne pas être innovant. Doit-on pour autant renoncer à un siècle spirituel? Et la première source d'interrogation
est de se demander jusqu'où irons-nous. Si nous voyons par l'innovation de l'intelligence artificielle une résolution de l'éducation, de la santé, de l'environnement, on ne peut pas s'empêcher, si vous vous souvenez d'une séance, si on ne tombe pas dans un technosolutionnisme. Nous avons besoin d'innovation dans l'environnement, à cause de ce que l'on a créé. L'agriculture est innovante, certes, mais par rapport à des problématiques qui ont été soulevées préalablement, notamment la question des pesticides, des produits phytosanitaires, et parfois on est dans une agriculture dite réparatrice. Le technosolutionnisme ne sera-t-il pas à son tour porteur de difficultés nouvelles, qu'il faudra résoudre par une autre forme de technosolutionnisme? Y a-t-il une autre voie que toute innovation pour prendre le pied de ces contre-exemples? Ce contre-pied porte un nom. Il s'appelle, on va le détailler ici, mais notamment cette question de sobriété, et s'articule particulièrement avec la notion de spiritualité. Cette année, pendant nos séminaires, on a eu tendance à négliger cette question de spiritualité, qui pourtant est un dispositif clé que je vais aborder dès maintenant. La question du spirituel, et en détail je l'avais abordé avec vous et je le referai plus tard, est important, et on peut se demander si le siècle qu'est le nôtre, le 21e siècle, n'est pas un siècle de sobriété spirituelle, qui n'est pas moins un siècle de plaisir. Pour le dire encore d'une autre façon, est-ce que ce n'est pas un siècle épicurien qu'on serait en train de pouvoir aborder, sans qu'on le fasse, mais de pouvoir aborder? Rappelons que contrairement à ce que l'adage populaire, vous le savez, être épicurien n'est en rien profiter d'une nourriture abondante, de vins somptueux, etc., je l'avais déjà dit, mais c'est plutôt l'ataraxie qui est l'évitement des déplaisirs. L'épicurisme, c'est l'évitement des déplaisirs. C'est-à-dire que je vais faire en sorte d'avoir du plaisir par les déplaisirs que je peux écarter. Il y a plein d'exemples pour ça, très facilement compréhensibles. Si vous ne voulez pas avoir mal à la tête, vous buvez moins la veille, par exemple. Si vous ne voulez pas être réveillé par des enfants le matin, il ne faut pas avoir d'enfants. C'est l'évitement des déplaisirs. Si vous ne voulez pas vous en faire ou payer leurs études plus tard, c'est de la même manière. Et Épicure le regarde toujours de cette manière-là. C'est-à-dire, alors c'est très courant sur la question, par exemple, ce qu'il appelle les besoins naturels et nécessaires. Les besoins naturels et nécessaires sont pour Épicure manger et boire, mais ce qui se différencie des besoins naturels non nécessaires, naturel, je veux manger, non naturel, un restaurant gastronomique, et des besoins non naturels, non nécessaires, la gloire, la fortune, la richesse, les honneurs, par exemple. Cette dimension-là est importante parce qu'on essaye de voir ici dans quelle mesure le terme de sobriété, qui est souvent associé à des notions négatives ou péjoratives, parce qu'on va avoir une sorte de corollaire qui va être la contrainte, la frustration, le renoncement par exemple. Il existe une perspective de la sobriété qui souligne que celle-ci est non seulement une posture optimiste, mais qu'elle est peut-être un choix de vie. Il faut noter que le caractère négatif de la sobriété repose sur le fait que notre bonheur ou notre bien-être ne semble pouvoir se constituer qu'avec l'accumulation de richesses. C'est ainsi que nous sommes formés, forgés. Souvenez-vous, c'était une séance, je crois que c'était la 3e ou la 4e, lorsque nous avions parlé d'Illich, lorsqu'il critiquait les institutions et notamment les enfants, l'école, quand il disait que nous faisons des petits êtres prêts à la demande. Eh bien, on est prêt à la demande avec ces petits êtres-là et on continue avec l'accumulation de richesses, d'innovation, et c'est ainsi qu'on peut considérer, je ne dis pas que c'est bien, mais notre bonheur ou notre bien-être. Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je vais, où, à quel endroit je vais pouvoir me rendre? La possession de biens matériels. Mais c'est aussi, non moins, le remplissage de nos vies sociales, par exemple. Et j'utilise le terme de remplissage, justement à bon escient. Les expériences qu'il faut vivre, la démonstration mondaine, où l'apparat compte autant que la présence, par exemple. Il n'y a pas moins un questionnement de la sobriété dans la question de l'apparat, dans la question des relations humaines, dans la question du nombre d'amis que l'on peut avoir virtuellement ou non. A contrario,
un repas végétarien pris en solitaire face à un livre dans une habitation modeste sera plutôt vu comme peu attrayant. Pour autant, qu'est-ce qui peut nous faire dire que la constitution du plaisir comme du bonheur se trouve plus d'un côté ou de l'autre? Si on regarde le XXe siècle, c'est un siècle de croissance, d'accumulation de biens, d'expression de la mondanité aussi. Est-ce forcément un bon siècle? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de bon siècle dès lors que l'on regarde le siècle tel qu'il nous a été donné? Est-ce que ce n'est pas au contraire la publicité, plus particulièrement maintenant les réseaux sociaux, qui font le lit de ce que l'on peut appeler le bonheur, que l'on pourrait dire éphémère? Les philosophes antiques prenaient un malin plaisir à critiquer ceux pour qui les banquets fastueux étaient un signe de reconnaissance sociale, ceux qui possédaient des biens, ceux qui étaient dans la démonstration d'accumulation, ceux incapables de vivre, c'est les cyniques, incapables de vivre en compagnie d'eux-mêmes. Toutefois, je chercherai ce soir à aller un cran plus loin. Ce que je viens de faire est une critique facile, de la critique de l'inutile, de l'éphémère. Pour dire autrement, on dénonce le plaisir, le bonheur par la possession de biens futiles et passagers, la vie de luxe. La vie de luxe, Épictète l'appelle la vie de malade, en dégradant par exemple l'environnement à cause de ce que l'on peut acheter, dénoncer tout ce que l'on peut imaginer. Je voudrais aller un cran plus loin sur justement s'interroger sur les axes que j'ai soulignés tout à l'heure. Éducation, santé, environnement. Exemple de l'alimentation. Ne devrions pas nous interroger sur une alimentation en regard de ce que nous avons besoin, plutôt que de produire ce que nous pouvons, je dirais même tout ce que nous pouvons. L'exemple est flagrant avec le fonctionnement d'une politique agricole commune, notamment européenne, fonctionnant sur des notions d'import-export en fonction des aléas climatiques, qui a certes ses intérêts, mais aussi ses limites. Et on tombe évidemment dans une forme d'hubris, ou en tout cas dans une forme de dérive, dans notre rapport à la nature, que littéralement, désormais, à cause de cette PAC, eh bien, nous l'exploitons. Notre rapport à la production locale est complètement distendu. Notre rapport à nos désirs de tout vouloir, quelles que soient les conjonctures saisonnières, fait qu'on aura tel ou tel fruit, tel ou tel légume, parce que dans notre politique agricole commune, on aura toujours un endroit où ce sera fourni. Eh bien, cette dimension-là ôte finalement le rapport à la nature que l'on pourrait avoir, qui n'est pas moins non plus de la sobriété. Je reformule, mon point n'est pas de dire justement que la sobriété, c'est arrêtons d'acheter un sac Louis Vuitton. La question de la sobriété peut se trouver aussi dans la façon avec laquelle nous pouvons nous comporter par rapport aux choses beaucoup plus simples. Même chose concernant l'éducation. Peut-on faire société avec des milliers d'élèves sans enseignants? La responsabilité ne revient-elle pas à prioriser les fondamentaux? Là aussi, en articulant, comme je l'ai dit avec Épicure, des besoins naturels et nécessaires. Lire, écrire, compter. Là encore, la question spirituelle est présente, dans la mesure où comment peut-on élever un petit individu à l'autonomie, à la capacité de fonctionner dans la société, c'est-à-dire développer l'idée d'homme au sens très large, c'est permettre la vie de l'esprit, qui correspond globalement à la définition de la spiritualité. Sauf que les enseignements promus, je ne dis pas que ce sont les seuls, mais les enseignements promus que vous pouvez voir dans le métro en ce moment, compte tenu de la prochaine rentrée, ou à la rentrée, compte tenu de ce que les écoles veulent recruter, vous allez avoir partout marketing analytics, brand management, digital leadership, marketing du luxe. On est quand même assez loin de ce que l'on pourrait imaginer comme éducation sobre. Dernier exemple de sobriété et de spiritualité, cette articulation entre les deux, concernant la santé, plus particulièrement la médecine préventive. Plutôt qu'une médecine réparatrice appuyée sur la technologie. Ce que j'ai fait préalablement en vous disant, mais on n'a pas le choix que d'être dans un 21e siècle innovant. La santé, on a besoin de ça. N'empêche que c'est qu'une médecine réparatrice. Toutes les études soulignent que une bonne alimentation est le premier facteur d'une vie longue en bonne santé, comme le sport par exemple. Une nourriture végétale, bio, qui s'associe à l'activité physique ainsi que d'autres éléments, comme les relations sociales, une bonne gestion du stress, forment une bonne santé. A contrario, on le sait, sucre, graisse favorisent bon nombre de maladies. Le surpoids en France, c'est près de 50%.
le surpoids en France est près de 50%, dont 17% d'obésité. C'était 8% en 1997. Là encore, quand je vous parlais du supermarché de l'éducation avec les différents cours, les supermarchés entièrement, j'exagère, remplis de produits transformés, salés, sucrés, etc., on n'est pas du tout dans la sobriété nécessaire dont on aurait besoin pour pouvoir se développer. Autrement dit, cette question de la sobriété, en tant que telle, peut être un axe pour voir ce siècle finalement plus spirituel, à partir exactement des besoins que pourtant on a essayé de décrire ensemble sur une partie plutôt innovation. Les ressorts pour un 21e siècle spirituel seraient-ils donc dans une absence d'innovation, ou d'innovation plutôt, c'est plutôt mon point, qui s'articule autour de la sobriété? Cette notion de sobriété vient de ce que l'on appelle la sophrosine chez les Grecs. C'est globalement l'idée de la modération, l'idée de la tempérance. Par exemple, Aristote va condamner la crématistique. Alors la crématistique, c'est l'acquisition de la richesse pour elle-même, et non en vue d'une quelconque utilité. C'est globalement lorsque l'on a une accumulation de biens, de millions, de milliards par exemple, et l'on va avoir sur les kiosques journaux les premières fortunes de France, qui évidemment sont dans une compétition d'accumulation de la richesse pour la richesse en tant que telle. Ça, c'est ce qu'on appelle la crématistique chez Aristote. Et cette dimension-là n'est pas étrangère à la notion d'accroissement du pouvoir politique. Si les épicuriens sont une source d'inspiration pour aborder la sobriété, ils ne sont pas les seuls, et toute la philosophie antique s'attache à cette notion-là, que l'on peut, encore une fois, approcher de la tempérance. Je cite ici Sénèque, stoïcien donc. « Sachons nous fortifier dans la continence, repousser le luxe, fuir l'intempérance, calmer notre colère, envisager de sang-froid la pauvreté, cultiver la frugalité. Dussions-nous avoir quelque honte d'apaiser à peu de frais des appétits naturels? Tenons comme à la chaîne de nos fougueuses espérances et notre imagination élancée vers l'avenir, et faisons en sorte que nos richesses viennent de nous-mêmes plutôt que de la fortune. » C'est dans la tranquillité de l'âme. Les cyniques ne sont pas moins inquiets par cette question, évidemment, qu'ils estiment toujours que la richesse, et son rejet plutôt de la richesse, est cathartique, que la vaine richesse est nuisible, et c'est un artifice. Il est intéressant de noter que si récemment la sobriété est presque devenue un phénomène de mode, cela ne s'intéresse que peu, voire pas du tout à l'innovation. Alors bien sûr, ça va être en creux que ça va être souligné, mais elle n'est pas directement abordée de la sorte. La sobriété apparaît surtout en opposition à la richesse, l'accumulation des biens, la frugalité que l'on veut, la simplicité, le zéro gaspillage, l'économie circulaire, l'ascèse que l'on peut avoir dans l'usage du numérique par exemple, la déconsommation, la décroissance. Mais l'innovation est rarement remise en cause, ou en tout cas pas nommée telle qu'elle. Je m'appuie sur ça, sur tous les rapports, je pense au rapport de l'ADEME notamment, où le terme innovation en tant que tel n'est pas le terme qui peut être pourtant le plus important. Le passage de la sobriété, que je détaillerai peut-être plus tard, mais que j'esquisse ici, à la spiritualité, s'explique par un combat que l'on a à mener contre notre cerveau. Notre programmation, pourrions-nous dire. Pour ça, je m'appuie sur le neuroscientifique Sébastien Bauer, qui explique que le cerveau sécrète de la dopamine pour répondre à nos 5 instincts fondamentaux. Manger, se reproduire, gagner du prestige, statut social, trouver de l'information et faire le moins d'efforts possible. Ce que d'ailleurs nous propose l'innovation. Par exemple, le cerveau étant fait pour manger le plus possible, en réaction à un environnement hostile, le cerveau humain n'est pas programmé à l'autolimitation. Le cerveau humain n'est pas programmé à l'autolimitation. Cela conduit aujourd'hui à un taux d'obésité morbide plus important que le taux de sous-nutrition. Ce mécanisme
existe depuis le Paléolithique et a contribué à la survie de l'espèce humaine. Il est évidemment complexe de sortir de tous ces automatismes. D'où la nécessité de trouver une parade pour notre cerveau. Le contredire, ce cerveau qui est programmé d'une manière différente. Le contredire, ma proposition ici, c'est justement la spiritualité. C'est-à-dire notre capacité de travail, d'action sur notre esprit, cherchant à contrarier ce qui nous est naturel. Car nous sommes dotés d'une plasticité cérébrale, c'est-à-dire notre capacité de système nerveux peut être changée. Sa structure, cette plasticité, tout au long de notre vie, comme une réaction à la diversité de l'environnement. Cette plasticité permet de faire évoluer nos comportements à partir de l'ajout de nouveaux principes fondamentaux. Pour le faire, pour que cela soit possible, il faut que les effets positifs soient plus importants que le renoncement qu'il implique, ou que le statu quo soit plus négatif que l'effort que demande le changement. Ça, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Il s'agit d'intégrer au cerveau cette notion, suffit, je mets des guillemets, au cerveau, la notion de sobriété. Si l'on comprend que les intérêts d'un tel mode de vie, de survie, est supérieur par exemple à l'accumulation de nourriture. C'est à ce moment que la spiritualité joue son rôle, car la vie de l'esprit et la force transcendante veillant à un mieux-être cherchent justement ce nirvana. Ce nirvana, pour le dire avec un terme bouddhiste. On peut le dire avec Plotin, qui recherchait l'un. On peut le dire l'harmonie, c'est Sri Aurobindo par exemple. Le cosmos, chez Pierre Hadot. La sagesse, globalement dans la philosophie antique. En fait, nous redessinons ici notre existence avec moins de relations sociales, moins d'accumulation, moins d'alimentation, une autre santé, une autre éducation. Ce point est important, car la sobriété associée à la spiritualité, ainsi qu'on essaye de le faire ici, se différencie de la sobriété en soi. C'est-à-dire que lorsque nous recommandons une sobriété qui vise à la place de l'accumulation des biens, de la nourriture, l'harmonie, l'un, le cosmos, la transcendance, la sagesse, le nirvana, bien souvent, la sobriété est vue, proposée pour une autre fin, par exemple la survie de notre espèce. Et c'est ainsi qu'elle est proposée. Et je dirais, elle est presque dire dans une sorte de marketing de l'ADEME qui va effectivement nous dire pour sauver la planète, il faut être sobre. Sauf qu'on peut le voir différemment, associé justement à la spiritualité, où l'on va aller chercher autre chose par la sobriété. Ce que je viens de nommer avec différents courants de spiritualité, volontairement. C'est globalement ce discours de la décroissance des écologistes sur lequel justement on peut s'écarter. Il ne s'agit pas de sauver sa planète, il ne s'agit pas de sauver, qui peut être un débat intéressant par ailleurs, ce n'est pas mon propos. Mon propos est plutôt de se dire, nous allons rechercher par là justement l'accès à la spiritualité. Le XXIe siècle ne devrait-il pas être innovant parce que spirituel? Doit-on faire le choix entre innovation et spiritualité pour le XXIe siècle? Selon notre penchant, nous aurions tendance à opter pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, avec plus ou moins de mauvaise foi. Lorsqu'on sait que 2/3 des Français, je cite un sondage, étaient favorables au concept de décroissance pendant la pandémie, sans pour autant se remettre en cause dans les comportements une fois la crise sanitaire passée, que ce soit en termes de voyage, de consommation, notamment à forte consommation de CO2 telle que la viande, des achats en tout genre. Il y a d'une certaine manière effectivement une sorte d'ambivalence, il y a une envie de spiritualité, mais il y a une pulsion de l'innovation. Une envie de spiritualité et une pulsion de l'innovation, comment concilier les deux? La première chose, qui n'est pas vraiment une conciliation, et sur laquelle nous allons peut-être être rapides, c'est d'aborder l'innovation de manière différente et selon plusieurs points. La première chose, c'est comprendre que l'innovation n'est pas que la technique. Et nous avons passé du temps cette année pour le dire. En effet, l'innovation comme la technique sont souvent utilisées l'un comme l'autre comme synonymes, on sait maintenant que ce n'est pas le cas. En tout état de cause, l'innovation, si on lui ôte ses aspérités schumpeteriennes,
est à l'évidence autant une nécessité qu'un principe dont se défait. Autrement dit, c'est l'essence dont j'ai parlé la fois précédente, dans lequel on peut dire, mais c'est peut-être une absurdité que de se dire que l'homme pourrait se défaire du progrès dans lequel il est lui-même un acteur majeur. Le changement, la transformation, les modifications sont au principe de la vie et de la survie. D'ailleurs, la biodiversité sans innovation ne serait pas là, et ça dure depuis 4 milliards d'années. Si la Terre est ce qu'elle est depuis le Big Bang, c'est aussi avec des crises, on pourrait dire une sorte de crise qui peut être une crise de destruction créatrice. Lorsque vous avez à la fois la destruction, lorsque vous avez également la création, et lorsque vous avez le Big Bang qui apparaît, nous sommes dans un processus de transformation à l'intérieur en tant que tel. Cette dimension d'ailleurs est intéressante parce que, en aucune manière, on a remis en cause la survie de la Terre. Et c'est pas sans inspiration, je fais juste une parenthèse rapide, mais le biomimétisme, ce qui est l'imitation des techniques, des processus mis en œuvre par la nature. C'est intéressant parce que le vivant est toujours dans une démarche qui, quel que soit le vivant, d'accord ? Prenez simplement la biosphère, prenez simplement la biodiversité, prenez simplement la Terre, est intéressante à regarder car jamais le vivant ne gaspille d'énergie, toujours il optimise, des coûts très bas et pas de production de déchets toxiques. Une organisation n'a aucune chance de survie sans innovation, quelle que soit l'organisation, l'organisme, l'organe comme on en avait parlé. Deuxièmement, l'intérêt peut être la nécessité de travailler de manière différente, dans des innovations dites vertes, green tech, définies comme s'appuyant sur la technologie et l'ingénierie pour réduire les conséquences de l'homme sur la Terre, pérenniser son existence par ailleurs. Alors, ça se développe à travers des termes que vous connaissez, smart cities, espaces végétalisés, l'éolien, les technologies solaires. Ces innovations ne sont pas sans être critiquées, car là encore, on est dans une dérive techniciste, une tendance à privilégier la technique et ne résout que partiellement les enjeux de la réduction des gaz à effet de serre, par exemple, et la lutte contre la perte de la biodiversité. En même temps, l'innovation est particulièrement utile, elle-même, pour résoudre des problématiques du climat. On l'a vu tout à l'heure, comment l'intelligence artificielle peut nous aider à résoudre ça. Troisième chose, non seulement l'innovation, ce n'est pas la technique, mais c'est faire autrement. Et peut-être que nous avons à repenser à partir de nouveaux imaginaires, je détaillerai tout à l'heure, si l'homme est l'inventeur, l'innovateur, que ce soit de la machine à vapeur, du pétrole, de l'électricité, du nucléaire, de l'éolien, il n'est pas moins capable d'innover également dans un autre type qui est celui peut-être de l'organisation du vivre ensemble. Au-delà de l'innovation autrement, opposer innovation et sobriété ou spiritualité n'a pas vraiment de sens. La principale est que l'arrêt des innovations ne peut être fédérateur dans le monde, alors que justement, comme je l'ai souligné, les inégalités nationales, internationales empêchent tout acquiescement d'un changement de modèle sans innovation. Mais c'est également la lutte contre tout ce qui est ancré dans l'homme, et plus concrètement le fonctionnement des organisations, des organes, des organismes. C'est plutôt le comment et le pourquoi de l'innovation plutôt que de l'industrialisation. Et ça, cette critique-là a commencé avec le romantisme. Cette notion du romantisme est importante. Elle commence avec un univers mécanique, quantifié sans âme humaine. Je m'explique très rapidement. Il y a un mouvement au XIXe siècle qui s'appelle le mouvement des chartismes, qui est dans cette veine. C'est une organisation politique ouvrière du Royaume-Uni qui se développe au début du XIXe siècle avec l'adoption dite de la charte du peuple. Cette charte du peuple, c'est une contestation face à un monde qui s'industrialise. Cette industrialisation-là, les chartistes, c'est Ernest Jones notamment, qui dénonce dès 1840, je le cite, « la perte des vieilles forêts profondes au profit du monde morbide de la manufacture où la lumière du midi plus sombre que la nuit. » Toutefois, leurs initiatives n'ont jamais mis fin à l'innovation. Et c'est donc ce qui nous intéresse ici.
Comment plutôt regarder le comment de l'innovation qui nous intéresse, le comment avec cette approche de la spiritualité qui est particulièrement importante. Ce qui signifie qu'il peut-être y avoir une voie dite d'une innovation sobre, une voie vers la spiritualité. Autrement dit, on en passe par l'innovation et un certain type d'innovation, que j'appelle ici sobre, pour aller vers la spiritualité. Ce n'est pas tant une consommation sobre qu'une innovation qui nous intéresse ici au sens propre du terme. Est-ce que c'est un innovateur partisan de la sobriété, autrement dit, et nous avons déjà esquissé cette hypothèse, un innovateur qui pourrait pratiquer la philosophie, par exemple des exercices spirituels, un innovateur qui sait ce que c'est que la modération, la tempérance, la maîtrise des passions, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. La formation des innovateurs n'intègre en aucune manière cette question de la maîtrise des passions, cette question de la tempérance, cette question de la modération. André Gortz, dans Éloge du suffisant, nomme l'autolimitation. Alors l'autolimitation, encore une fois, et je vais faire une citation rapide, elle est intéressante. Encore faut-il y être formé à cela. Je cite André Gortz. Le capitalisme a aboli tout ce qui, dans la tradition, dans le mode de vie, dans la civilisation quotidienne, pouvait servir d'ancrage à une norme commune du suffisant, et qu'il a aboli en même temps la perspective que le choix de travailler et de consommer puisse donner accès à une vie meilleure et plus libre. Autrement dit, c'est l'aliénation par le capitalisme. C'est la perte de repères veillant à une vie préférable, une vie libre. Il s'agit, pour réussir ça, premièrement, de s'en rendre compte, c'est-à-dire de prendre conscience de cette situation où, en aucune manière, nous sommes, je dirais, formés, éduqués à cette notion-là. C'est le rôle des institutions, justement, de calibrer ce qui est juste et, d'une certaine manière, de ne pas démissionner, qui aujourd'hui est le cas, laissant aux organisations privées, finalement, de dessiner notre société. L'exemple de Gortz, André Gortz toujours, concernant la réduction du temps de travail, qui n'est pas moins une innovation d'organisation. Il s'agit de garantir institutionnellement aux individus qu'une réduction générale de la durée de travail ouvrira à tous les avantages que chacun pouvait en obtenir jadis pour lui-même, c'est-à-dire vie plus libre, plus détendue, plus riche. L'autolimitation se déplace ainsi au niveau du choix individuel, au niveau du projet social. La norme du suffisant, faute d'ancrage traditionnel, est à définir politiquement. Si vous comprenez bien cette citation, j'étire cette proposition comme un projet de société, où les institutions jouent leur rôle, et l'on revient par exemple à la question des priorités, par exemple sur l'éducation, la santé, l'environnement. Quelque chose qui existe par exemple dans ce que l'on pourrait appeler une sorte de commissariat au plan qui a existé en France, ça existe toujours sur le papier en France, qui existe par exemple en Chine dans les plans à 5 ans qui sont réévalués en permanence, en disant de manière très claire quels sont les axes prioritaires qui sont nécessaires à travailler. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement par exemple. Autrement dit, nous ne laissons plus cours au libre arbitre du marché ou à la main libre, la main invisible, d'Adam Smith, mais au contraire une direction de la main pour qu'elle travaille sur ce qui doit résoudre les problématiques de société. Car à l'évidence, la sobriété n'est pas l'abstinence. La sobriété, c'est la mesure. La sobriété est une valeur éthique qui d'ailleurs n'est pas morale. Et il faut bien faire attention à cette dimension parce que notamment, la sobriété a pu avoir un rôle moral, notamment quand la sobriété est religieuse par exemple, ou dans le christianisme notamment, il n'est pas rare que la sobriété soit vue en tant que telle. La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, je le cite, « L'usage du vin est affaire de modération. Le vin réchauffe et réjouit, on en donne aux faibles pour les conforter, mais aux malades enfiévrés. Mais aussi aux malades enfiévrés. La sobriété n'est pas abstinence, c'est la mesure de cette boisson délicieuse. » Ce qui rend complexe l'innovation dans une approche de sobriété, c'est le caractère collectif qu'elle revêt. La sobriété est un concept individuel.
Certes, il y a l'inventeur, l'innovateur, mais c'est tout l'écosystème de l'innovateur. Les fournisseurs, les salariés, les actionnaires, qui ne veulent peut-être pas de cette sobriété, de cette abstinence, cette frugalité qui peut être vue comme une frustration. Si nous associons sobriété et spiritualité, c'est parce que l'une comme l'autre cherche à atteindre la tranquillité de l'âme, pour le dire avec Sénèque. Et c'est justement avec cette dimension-là que nous pourrions dire qu'une innovation sobre, c'est une innovation spirituelle. Et cela appelle une transformation de soi pour atteindre une transcendance. Mais ce travail n'est pas une évidence. Je cite Illich. La désaccoutumance, André Gortz a appelé ça l'autolimitation. Illich, la désaccoutumance de la croissance sera douloureuse. Elle sera douloureuse pour la génération de transition et surtout pour les plus intoxiqués de ses membres. Puisse le souvenir de telles souffrances préserver de nos errements les générations futures. Illich nous prévient de la difficulté de cette désaccoutumance à la croissance, à la technologie, à l'innovation. Et pourtant, il n'en est pas contre cela. En conclusion, et on va ensuite ouvrir notre discussion tous ensemble. Notre parcours de ce soir cherchait à ouvrir notre dernière séance de l'année qui était, je vous rappelle le titre de l'année, les critiques de l'innovation, en se demandant dans quelle mesure, après avoir compris que le XXe siècle était innovant, il n'y a pas de doute là-dessus, le suivant serait-il toujours de même acabit ou veillerait d'une certaine manière à l'ajout de spiritualité. Ce que l'on peut en retenir, c'est qu'innovation et spiritualité sont deux dispositifs pour une même fin, qui est le bien-être. Les deux avec technique. Toutefois, il y a une extériorité dans l'innovation qu'on ne lit pas dans la spiritualité philosophique qui, elle, est tournée vers l'intérieur. Ce qui d'ailleurs n'a pas toujours été le cas, notamment pour la spiritualité religieuse, qui est une extériorité transcendante, qui d'ailleurs, peut-être avec de nouvelles religions, de nouvelles spiritualités, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'innovation aussi dans la religion. Ainsi, d'une certaine manière, nous pourrions dire qu'innovation et spiritualité se concurrencent. Si on veut le dire vulgairement, c'est le dernier iPhone versus la dernière préméditation des mots stoïciennes, la possession matérielle par rapport à la maîtrise de soi. Le XXIe siècle, n'en déplaise aux partisans de la décroissance, ne peut pas être sans innovation. Ce serait faire un trait sur certaines populations. Ce serait faire un trait sur certaines choses que nous sommes capables de faire et que nous ne voudrions pas faire, qui pourraient résoudre des problématiques de santé, d'alimentation, d'éducation. Ces dimensions-là appellent à ce que nous ayons peut-être des sujets de prédilection. Et c'est à partir de là, on pourrait se dire qu'une innovation avec sobriété ou spiritualité serait orientée. Nous avons vu que le XXIe siècle semble avoir toutes les qualités pour être spirituel. L'exemple de la sobriété est celle-ci. Et ainsi élaborer ce que pourrait être une innovation sobre. C'est-à-dire qui s'intéresse aux besoins, aux priorités, comme je l'ai dit. Et pour paraphraser Illich, la désaccoutumance de l'innovation sera douloureuse, telle qu'on l'a connue. La désaccoutumance de la définition de Schumpeter est difficile. Elle sera douloureuse, certes, pour la génération de transition, surtout pour les plus intoxiqués de ses membres, qui sont les innovateurs, mais aussi l'ensemble de l'actionnariat tel qu'il est constitué désormais. Puisse le souvenir de telles souffrances préserver de nos errements pour les générations futures. Pour conclure l'année, brièvement, ce que nous avons essayé d'accomplir ensemble cette année, c'est d'abord de définir ce qu'est une critique, en soulignant 4 axes de la critique. Et forger une critique, on l'a dit, c'est qu'elle soit discernante, qu'elle soit subjective, qu'elle soit responsable et spirituelle. C'est également établir un tribunal de la raison de l'innovation, en espérant échapper à l'alternative entre le dogmatisme et le scepticisme de l'innovation, justement par un travail de la raison. C'était notre première séance en février. Nous nous sommes également attelés à déterminer l'essence de la technique en mars. Une
critique de la technique, et c'était le moment de convoquer Heidegger, qui nous a semblé pertinent, car s'élabore une métaphysique de la technique où se joue le destin de l'être, dans sa maîtrise ou non de la technique. On avait également à ce moment-là convoqué Jacques Ellul, pour qui la technique est la base de la structuration de la société contemporaine, omniprésente. Elle est l'actrice de la société du spectacle, avait-il dit, avec évidemment l'accent de Guy Debord. La critique fondamentale étant que la technique déshumanise. À la fois celle-ci, la technique, a sa propre logique autonome, sans humain, sans humanité, même si pourtant elle existe à partir de lui. Et puis, nous nous sommes ensuite intéressés au progrès. En quoi celui-ci semble être une force vitale qui nous pousse à mieux vivre, à mieux être, et dans une perspective désintéressée. Si la peur s'associe au progrès, on n'arrête pas le progrès. On peut ralentir le progrès, mais il n'est arrêté ni par les hommes, ni par les lois. Et quand il nous dépasse, quand on se rend compte, parfois tardivement, de ses effets, et de nouveau, il ressurgit avec un progrès pour contrer le mauvais progrès. On avait vu cela ensemble, ça s'appelle le technosolutionnisme. Puis Toro, Illich, en quoi il souligne que nous sommes des individus soumis à l'innovation, comme nous sommes compromis par la société industrialisée, qui ne cherche qu'à quantifier, mesurer, créer des besoins. L'enjeu n'est pas de rejeter l'innovation, mais de la regarder dans un esprit convivial, pour le dire avec Illich. C'est-à-dire en quoi elle permet le développement de l'individu. Pour le dire d'une autre manière, au lieu de développer la technique ou la technologie, puis la laisser s'installer dans on ne sait quel but, c'est se demander la technologie pourquoi faire. Enfin, et ça c'était la dernière fois, je vais vite, dans quelle mesure l'essence de l'homme est d'innover? Et là, on s'était appuyé sur Hegel, Bergson, Marx, je l'ai rappelé en début de séance, on ne sait pas véritablement parfois pourquoi l'homme fait, mais il semble faire. Et ce faire semble être parfois quelque peu anthropocentré. J'en ai fini pour ce soir. S'achève notre deuxième année. L'année prochaine, nous travaillerons, je fais cette proposition, sur justement ce que nous avons commencé à voir en fin de séance. À savoir, regarder dans quelle mesure le prochain séminaire, qui sera donc de février à juin 2025, en quoi innovation et sobriété peuvent être regardées d'une manière un peu plus subtile, un peu plus forte, compte tenu des enjeux environnementaux, humains et politiques. Compte tenu de l'aspiration à la spiritualité, mais en même temps de notre pulsion à l'innovation, peut-être qu'il y a une notion qui serait intéressante à creuser, c'est celle de responsabilité pour faire le lien entre l'un et l'autre. Pour ça, je propose 3 axes que je travaillerai l'an prochain. Innovation pour soi, plutôt de soi. Et à ce titre-là, je rentrerai pour la première fois dans le détail des exercices spirituels. Et le détail des exercices spirituels antiques et les exercices spirituels contemporains. Dans quelle mesure il y a de l'exercice spirituel et qui sont liés de manière fondamentale à la transformation de soi, bien sûr, à l'innovation de soi ou pour soi, appuyée sur une notion finalement de sobriété et de maîtrise de soi. Et je ferai ces 2 premiers séminaires sur les exercices spirituels antiques et contemporains. Ensuite, s'intéresser finalement sur des notions qui sont les organisations. Dans quelle mesure peut-on aller chercher des questions qui sont plutôt autour d'innovation, technologie pour une société de tempérance? Comment une technologie peut-elle être associée ou pas à une tempérance? Je l'ai esquissé ce soir, Green Tech, Smart City, etc. Eh bien, nous regarderons notamment comment ces technologies-là peuvent être associées à la tempérance selon comment on les utilise. Par exemple, comment l'usage d'un réseau comme Internet va permettre une tempérance dans la question des relations. Je développerai ça plus tard. Mais également, il faudra y aller, s'accrocher à cela. La question de l'innovation est-elle l'ennemi de la décroissance? Et l'innovation, l'ennemi de la décroissance, parce que justement, la sobriété est intéressante dans cette perspective de décroissance, bien sûr. Néanmoins, innovation et décroissance peuvent-elles aller de pair? Et pour ça, on utilisera notamment des philosophes comme Rousseau d'un côté, mais aussi quelques Américains. Donc ce sera plutôt les séances 3 et 4,
innovation pour les organisations. Les deux dernières s'interrogeront plutôt sur l'innovation et la société. Innovation et société en s'interrogeant sur construire une société nouvelle. Et là, on s'ancrera plutôt sur l'utopie comme innovation. Et l'utopie comme innovation pour construire de nouvelles sociétés. Évidemment, l'innovation est importante ici, et les utopies telles qu'elles ont pu être dessinées, il y en a plusieurs que l'on pourra convoquer, à partir de la sobriété ici. Enfin, probablement que si tout va bien pour nous dans ce séminaire, nous finirons par la question de l'imagination pour dessiner une nouvelle société, l'imagination pour le dessin d'une société nouvelle, avec l'élaboration d'un homme nouveau. Je pense à Nietzsche et Zarathustra, je pense à Marcuse notamment, je pense à différentes structures qui nous permettraient de dessiner un homme nouveau. Tout cela sera plutôt pour l'an prochain. D'ici là, notre deuxième année. Merci beaucoup.